huis clos, l'enfer, c'est les autres. On a tous, un jour ou l'autre, ressenti la véracité de cette affirmation dans nos chairs. Mais une fois ce constat établi, que faire? Car nous influençons la relation en permanence pour le meilleur et pour le pire. Au-delà de toutes les astuces et techniques, la vraie richesse réside en vous-même. Ce pouvoir-là, vous l'avez déjà, mais vous n'en avez pas encore conscience. Le savoir-faire est fondamental, mais le savoir-être est indispensable. Nous sommes souvent très hâtifs dans notre façon de percevoir la réalité et de juger les acteurs de cette même réalité, parfois même notre entourage proche. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Après un décès, qui remonte à quelques années, la réaction de certains proches a été pour le moins étonnante. Ceux que l'on pouvait penser attentifs et empathiques se sont finalement montrés, disons, expéditifs dans la gestion des obsèques notamment. À l'inverse, ceux que l'on connaissait comme étant habituellement déconnectés du réel, voire radins, se sont manifestés à travers une générosité financière et affective pour le moins inattendue. Quelle moralité tirer de cette histoire? La personnalité n'est jamais définitive. Elle évolue en fonction du contexte et des conditions. Petit b. Ayez 3 coups d'avance avec le profiling. C'est un rêve dont on a tous plus ou moins nourri le fantasme. Lire dans les pensées de son interlocuteur, deviner ses intentions, savoir ce qu'il n'ose nous révéler. Pourtant, si nous étions télépathes, la magie du langage n'existerait pas. C'est bien souvent entre les lignes, dans les silences et les absences, que se niche la vérité de ce qui n'est pas encore énoncé. Une société d'une transparence totale entre le dire et le faire ne serait-elle pas celle d'un régime totalitaire? Où pourrions-nous jouer, feindre, spéculer? Car la vie est un théâtre. Le sociologue Erving Goffman a démontré dans La mise en scène de la vie quotidienne que le principal enjeu de la communication est le ménagement des faces, traduction française du terme facework. En permanence, nous évaluons la qualité relationnelle de ce qui se construit. Nous jaugeons la crédibilité de l'autre, sa capacité à nous être agréable, nous tentons de deviner ses intentions. Et quelle énergie cela nous demande! Les difficultés relationnelles rencontrées sont souvent citées comme déclencheurs d'un stress ou hyperstress dans le monde de l'entreprise. Les chiffres inquiétants du stress au travail, Le Point, novembre 2017. Mais également en dehors. Il suffit pour s'en convaincre de regarder le temps que nous passons à parler, à échanger, à négocier avec nos alter-ego. Homo fabulateur pour certains, homo communicant pour d'autres, l'être humain est ainsi fait qu'il se raconte en permanence. Il construit sans relâche le matériau de sa réalité. Il façonne le monde selon son point de vue. En la matière, une carte n'est pas le territoire qu'elle représente. Le territoire est notre expérience concrète du terrain. La carte en est notre représentation. Ce postulat énoncé par le fondateur de la sémantique générale, Alfred Korzybski, a été repris parallèlement par l'école de Palo Alto. Tout acte de locution est une construction de la réalité. La réalité n'existe pas. Seuls existent des points de vue sur cette réalité. Chacun s'exprimant donc au travers de ses propres référentiels. Je me souviens de Pierre-Marie, qui a participé à une de mes formations et qui m'expliquait avoir été manager. À l'époque, il s'était battu bec et ongles pour que l'un de ses collaborateurs obtienne une augmentation de salaire. Après de longs et âpres échanges avec la direction, il fut ravi d'annoncer la bonne nouvelle à son collaborateur. Pierre-Marie avait anticipé la réaction positive de ce dernier. Quelle ne fut pas sa déception de constater le refus catégorique de cette personne à être augmentée. Elle ne lui avait rien demandé, ce qui était vrai, et n'était pas prête à changer de catégorie d'imposition. Autrement dit, dans le référentiel de Pierre-Marie, augmentation égale travail récompensé,
alors que dans le référentiel de son collaborateur, augmentation égale emmerdement assuré. Les deux raisonnements se tiennent. Cela dépend du point de vue. Sans la cartographie mentale de l'autre, vous ne pouvez pas agir. Ce que je vous propose, c'est donc de considérer chaque événement par le prisme des sémiotypes. C'est à cette condition que vous pourrez avoir une vision plus complète, sinon objective, de la situation à T0. Qu'est-ce qu'un sémiotype? C'est notre visage archaïque et amoral. C'est notre instinct grégaire, soit la manière dont on se positionne instinctivement face à un groupe d'individus que l'on ne connaît pas. Nous utiliserons cette définition de positionnement grégaire, synonyme de positionnement social. Elle est proposée par Jacques Fradin dans Manager selon les personnalités. La situation de groupe révèle immanquablement notre propension naturelle à nous positionner au sein d'un groupe, indépendamment de nos motivations, de nos compétences ou de notre fonction professionnelle, et détermine largement notre relation de force dans le groupe, notre position dans la hiérarchie du pouvoir animal, celui de la force physique et mentale. Bien que la nature humaine soit complexe, nos personnalités, elles, correspondent à des traits davantage stéréotypés, en amont, des valeurs transmises par nos référents ou la société. C'est ce que je vous propose d'explorer dans ce livre. Quant au terme « profilage », il se retrouve dans l'univers pictural. À l'origine, il désigne un procédé au cours duquel on fait apparaître, on révèle, on met en évidence les contours d'un personnage. Dans son acception courante et anglo-saxonne, le terme désigne une activité professionnelle. Les profileurs, écrits à la française, sont les psychologues qui tracent le portrait d'un criminel. Dans cet ouvrage, nous ouvrons cette notion au champ des relations humaines de manière générale. Le postulat est simple, les gestes et les mots sont des indices, comme une porte ouverte, sur les représentations et autres cartes mentales de vos interlocuteurs. En prêtant attention aux mots prononcés par votre interlocuteur et en observant ses gestes, vous avez accès à son état d'esprit. C'est-à-dire à la fois ce qu'il pense, mais aussi ce qu'il n'ose pas vous dire, ses pensées secrètes, ou au contraire, ce qu'il dit trop fort pour taire ce qui le dérange réellement, ses peurs et ses projections. Petit c, détecter les connards dans son entourage. La déclaration « l'enfer, c'est les autres » nous laisse un peu désarmés, d'autant que nous avons notre part de responsabilité dans la qualité de la relation. Mais avant cette phase de gestion relationnelle, il y a bien une phase d'identification. Et savoir détecter les connards dans son entourage n'est pas un luxe. Robert Sutton, l'auteur d'Objectif Zéro Salcon, cite notamment 2 études universitaires. How Bad Are the Effects of Bad Leaders? Shins et Schilling. The Dark Side of Leadership. Liu, Liao et Loy, qui démontrent les conséquences néfastes d'avoir un connard dans son entourage professionnel. Baisse de productivité, épuisement psychologique, absentéisme, etc. Mais ce n'est pas tout. La connerie est contagieuse. Plusieurs études réalisées en psychologie sociale, notamment les recherches du psychologue Solomon Asch sur le biais de conformité, montrent que l'adage « qui se ressemble s'assemble » est assez vrai en termes de groupes sociaux. L'être humain a une tendance naturelle à s'adapter à son entourage et à se conformer à lui. Plus inquiétant, 2 chercheuses en psychologie et neurosciences ont montré comment les discours haineux entendus allaient jusqu'à modifier notre cerveau. Dehumanize perception, a psychological means to facilitate atrocity, torture and genocide. Harris et Fisk. L'imagerie cérébrale montre que sous l'influence de certains types de discours, le réseau cérébral lié à l'empathie et à la cognition sociale est beaucoup moins actif. Il en va sans doute de même pour les mots prononcés par les connards de votre entourage. Je vous propose donc un interlude volontairement décalé pour vous permettre de vous prémunir contre la connerie ambiante. Pourquoi est-il réalisé sous une forme humoristique? Le sujet est grave. Vous devez